Merci beaucoup d'être venu ce soir en si grand nombre. Ça me fait chaud au cœur jusqu'à la période de questions, de commentaires. Puis là, on verra. Non, mais ça va. C'est rien qu'une petite blague. Alors, que dire? Vous venez de voir, bien sûr, la première partie du programme du reportage de Radio-Canada. Et c'est très intéressant parce que ça permet de situer très rapidement ce qu'a été le phénomène marxiste-léniniste au Québec. L'assemblée que vous venez de voir, qui se tenait au mois d'octobre 1977, en fait, cela faisait 2 ans seulement, pas 3 ans comme ils disent, mais 2 ans seulement que la Ligue venait d'être formée. La Ligue était le précurseur du PCO. Et ce qui est très important, et ça va permettre de comprendre un peu ce que nous étions, la Ligue a été fondée en fait par 70 personnes, 70 militants, dont l'âge moyen était de 21 ans. Quelques mois après la fondation de la Ligue, en octobre 1975, nous avons tenu notre première assemblée publique. Il y avait 500 personnes. Donc on voyait déjà qu'à la création de la Ligue, il y avait un attrait énorme envers ce qu'elle représentait, ce qu'elle mettait de l'avant, surtout de la part de militants et militantes étudiants, mais aussi beaucoup de militants et militants qui venaient du mouvement syndical, de jeunes qui s'impliquaient dans le travail syndical, qui s'impliquaient dans le travail d'entreprise. Avec l'Assemblée que vous venez de voir, on peut dire que la Ligue, éventuellement ce qui est devenu le PCO, a pris son envol. Et dans les 3 années qui ont suivi, de 77 à 80, ça a été vraiment la période d'essor, le grand essor du mouvement marxiste-léniniste. À son apogée, nous n'avions pas 5000 membres, ils exagèrent. Nous avions peut-être 1000 membres, pas loin de 1000 membres, et je vous dirais 1000 sympathisants organisés. À l'époque, pour les vétérans qui étaient là avec nous, nous avions une forme d'organisation très stricte. Nous avions des membres qui étaient acceptés après une certaine période de formation, d'entraînement, etc. Et nous avions des organisations de sympathisants. En fait, 2 types d'organisations de sympathisants. Les groupes de sympathisants qui faisaient la formation et aussi s'impliquaient activement dans le travail en entreprise ou dans les groupes populaires. Et aussi ce qu'on appelait les groupes de lecteurs de la Forge, qui étaient souvent la porte d'entrée vers le parti. Alors, nous avions quand même, je voudrais 1000 membres et 1000 sympathisants. Dans nos assemblées, nous allions chercher jusqu'à 3000 personnes, plusieurs fois, jusqu'à 1980. La diffusion de notre hebdomadaire La Forge, je pense, est montée au maximum vers les 13-14 000 par semaine, peut-être se stabiliser autour de 10 000 dans les belles années. Pour comparer En Lutte, qui quand même avait été fondée avant nous, En Lutte faisait plus ou moins le 2/3 de militants, militantes que nous avions, les 2/3 des sympathisants, et ce que j'ai entendu de la part d'anciens membres d'En Lutte, la diffusion de leur journal tournait autour de 7 à 8 000 copies au niveau hebdomadaire. C'est quand même relativement petit, mais c'est une force militante qui avait un impact. Hein, si vous voyez, 3000 militants organisés, quelques milliers de sympathisants, et une capacité d'intervention très forte dans le mouvement syndical et dans le mouvement populaire de l'époque. Alors, si on le situe dans le temps, on peut dire que le mouvement marxiste-léniniste a pris son envol avec la publication de la brochure de Charles Gagnon pour le Parti prolétariat en 1972. Il y avait des marxistes-léninistes, il y avait des groupes, mais la publication de cette brochure-là a eu un impact énorme. Charles Gagnon était connu comme l'un des grands militants, bien sûr, du FLQ. Il avait passé 2 périodes en prison, etc., etc. Et la prise de position de Charles, à l'époque, pour la fondation d'un parti prolétarien, pour la fondation d'un parti marxiste-léniniste, à mon sens, à moi, a été le lancement du mouvement marxiste-léniniste. Il s'est éteint, si on peut dire, en 1983 avec la dissolution de la Ligue, du PCO à l'époque, un Parti communiste ouvrier. Je pense que c'est une période de 11 ans sur lesquels on peut dire que le phénomène a existé. Comment évaluer ce phénomène-là? C'est très dur parce que très peu d'études historiques de valeur ont été faites au Québec. En fait, c'est quelque chose qui est frappant quand on compare ce qui a été fait au Québec, hein, à ce qui a été fait en France. En France, il y a tout un champ d'études, qui est le champ d'études du maoïsme français, où des sociologues, des historiens se penchent et analysent divers aspects de ce mouvement-là. Aux États-Unis, il y a eu énormément d'études qui ont été faites non seulement sur les groupes marxistes-léninistes, parce qu'il y en avait, mais sur les Weathermen, ou le Weather Underground, c'était le groupe terroriste qui est sorti en gros du mouvement étudiant à une certaine époque. En Allemagne, il y a eu sur les marxistes-léninistes. En Italie, bien sûr, aussi sur les marxistes-léninistes,
des opéraïstes, toute la mouvance autonomiste, mais au Québec, il y a eu comme un certain mutisme, tant au niveau académique qu'au niveau des militants-militantes. Pourquoi? On m'a posé souvent la question, il me semble qu'il y a peut-être deux facteurs. Gilles Bourque, professeur à l'UQAM, professeur à la retraite, je pense a mis le doigt sur un gros bobo. Il y a l'année dernière, je pense que dans une discussion au nouveau cahier des socialismes, à l'université d'été, quand il a dit que la crédibilité, la légitimité du mouvement marxiste-léniniste au Québec venait aussi d'une position radicale sur la question nationale. Alors quand le mouvement marxiste-léniniste s'est détourné de la question de l'indépendance, il a comme commencé à scier une des branches importantes sur lesquelles sa crédibilité était assise. Je pense que c'est une réponse intéressante, mais ce n'est pas la seule. Je pense que l'autre facteur qui a beaucoup joué, c'est que dans l'histoire du Québec, on ne peut pas dire qu'un parti communiste ou un parti révolutionnaire a touché les masses et a eu un impact parmi les masses, comme par exemple le Parti communiste français a pu l'avoir en France, le Parti communiste italien ou des partis communistes dans d'autres pays du monde. Donc l'expérience d'avoir vécu dans un parti communiste, l'expérience d'avoir fait un travail révolutionnaire n'existait pas. Et la réaction donc a été un peu de rejet de toute cette période-là. Le philosophe italien et historien Domenico Lo Surdo fait la différence entre ce qu'il appelle l'autophobie et l'autocritique. L'autophobie, c'est un peu ce qu'on a connu de nombreux militants et militantes qui ont complètement rejeté ce passé-là jusqu'à le nier, à nier toute appartenance ou presque toute participation à cette période-là. Alors que moi, je préfère l'autocritique, qui est plutôt une tentative de comprendre les erreurs, les faiblesses, mais aussi maintenir le cap sur l'action militante. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un peu ma perception, toute personnelle, de l'autocritique de la Ligue et du PCO. Et aussi, je vais tenter de mettre l'accent sur un des aspects qui a été complètement occulté dans toute discussion du mouvement marxiste-léniniste, et particulièrement du PCO, et c'est le travail en entreprise. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en entreprise, il y a eu énormément de travail qui a été fait au niveau syndical, puis il y a eu comme un refus d'en discuter. Quand Jean-Philippe Warren a produit son livre « Il voulait changer le monde » à une étude sociologique, soi-disant, sur le mouvement ML, au lancement de son livre, il y avait une activité qui avait été tenue à l'UQAM, on m'avait invité pour parler, Jean-Philippe était là, puis je lui ai dit, il me semble que dans ton livre, non seulement tu tentes de dépeindre le mouvement ML comme étant une sorte de secte un peu bizarre, flottant plus ou moins sur les événements, avec une sorte de gourou qui les dirigeait, en l'occurrence moi-même, ce n'était pas vraiment le cas. En tout cas, c'est ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, mais il me semble que tu as complètement occulté et refusé même d'analyser l'aspect du travail en entreprise. Et sa réponse a été typique, il me semble, de tout un pan de la recherche académique au Québec. Il m'a dit, Roger, pour moi, ce n'était pas important. Ce qui était important, c'est l'aspect sociologique et culturel du fonctionnement du mouvement ML, son émergence et sa disparition soudaine et remarquable. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, c'est intéressant, et j'essaierai de revenir sur cet aspect-là. Situons rapidement le contexte historique, pour comprendre d'où est venu ce mouvement-là, comment ce qui a été décrit comme le mouvement politique le plus intéressant de l'après-guerre au Québec. Certains l'ont appelé le plus intéressant, le plus marquant. Jean-Philippe Warren, tout en disant qu'il est intéressant, dit que ce n'est pas nécessairement le plus marquant, mais ça a été quand même un phénomène très important au Québec, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a duré 11 ans, mais qui a beaucoup touché une jeunesse militante. Et donc, situons un peu le contexte historique. Très rapidement, c'était le fameux contexte des 60s, avec la révolte de la jeunesse presque partout dans le monde occidental et une bonne partie du tiers-monde. Une jeunesse qui se révoltait sur des bases éthiques, sur des bases du rejet de la société de consommation, mais aussi politique, avec comme élément principal, bien sûr, la critique de la guerre au Vietnam et la mobilisation en appui aux luttes et aux révolutions dans le tiers-monde. Donc un aspect tiers-mondiste très fort dans la révolte de la jeunesse, aspect culturel, aspect éthique, mais aussi aspect politique. Ce qui est intéressant, et je pense un sociologue du nom d'Emmanuel Wallerstein a mis le doigt dessus, il a dit cette révolte-là a été importante parce qu'elle a marqué une rupture dans l'histoire de ce qu'il appelle les mouvements antisystémiques. Il a dit que c'était en fait non seulement une révolte contre l'impérialisme américain, non seulement une révolte contre
le système capitaliste mondial, mais ça a été aussi une révolte et une critique des mouvements antisystémiques existants, notamment le mouvement représenté par l'URSS, le camp socialiste de l'époque, ce qu'on appelait le socialisme réel. Et je pense qu'Emmanuel Wallerstein a mis le doigt sur quelque chose de très important en disant ça. Effectivement, la critique du mouvement de jeunesse, de cette nouvelle gauche qui s'est développée après 1956 sur la base de la critique des partis communistes traditionnels, classiques, établis liés à l'Union soviétique, avait un aspect de rejet du socialisme bureaucratique, de la déformation socialiste qui était vue en Union soviétique, et une aspiration à un socialisme autre, libérateur, démocratique, égalitaire, etc., etc. Donc nous avions ces éléments-là au sein, bien sûr, de la révolte de la jeunesse. Mais, et c'est un événement qui n'a pas toujours été bien analysé, il y a eu aussi une certaine révolte ouvrière, certaines révoltes massives en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et bien sûr au Québec. Une révolte qui a duré une dizaine d'années. C'est ce qu'on peut appeler la révolte contre le Fordisme. La révolte contre le régime existant à l'époque dans les usines et qui était répercuté aussi au niveau du secteur public. Et cette révolte-là a connu son apogée au Québec vers la fin des années 70, avec une multitude de grèves extrêmement dures, extrêmement militantes, qui ont marqué aussi, je pense, le plus haut niveau qu'a atteint le syndicalisme de combat à l'époque au Québec. Donc un deuxième facteur important, la révolte syndicale ouvrière que l'on voit se développer au Québec à partir de 1965, la syndicalisation massive du secteur public, l'impact que cela a dans les syndicats, particulièrement au sein de la CSN, le développement, surtout à la CSN, mais aussi à la FTQ, de ce qu'on appelle la période des manifestes, où les centrales prennent position contre le système. La CSN ouvertement pour le socialisme, la FTQ pour briser le régime, la CSQ contre l'école capitaliste, et un énorme mouvement d'études de ces manifestes-là au sein du mouvement syndical, au sein de la classe ouvrière. Hein. Donc il y a une radicalisation ouvrière qui prend un aspect particulier au Québec. Et ce qui est important de noter, et je reviendrai sur cela parce que je ne pense pas que le mouvement ML à l'époque l'a très bien compris, c'est que le Québec a été un des seuls endroits où les centrales syndicales importantes ont été vers la gauche. Presque partout dans les pays occidentaux à l'époque, il y a eu au contraire un braquage des directions syndicales sur des positions réformistes, social-démocrates, et même quand elles se disaient communistes, des prises de position clairement contre la jeunesse militante et contre la jeunesse militante ouvrière. Au Québec, il y a eu un développement à gauche du mouvement syndical à partir de 1972, qui prenait la forme du syndicalisme de combat contre le syndicalisme d'affaires et toute une discussion autour de ça, mais c'est un facteur important. Troisième facteur important, bien sûr, c'est la question nationale. Toute une radicalisation pendant les années 60 autour de la question nationale, socialisme et indépendance, et c'est très important de voir une chose par rapport au mouvement marxiste-léniniste. Le mouvement marxiste-léniniste au Québec n'a pas commencé avec le rejet de l'indépendance, loin de là. Loin de là. En 1972, quand Charles Gagnon a sorti pour le Parti prolétarien, il prenait fait et cause pour le socialisme et l'indépendance. Les trois groupes qui ont formé éventuellement la Ligue en 1975, qui sont formés en 1973 et en 1974, la cellule militante ouvrière, la cellule ouvrière révolutionnaire et le MREQ, le mouvement révolutionnaire des étudiants du Québec, deux de ces trois mouvements-là étaient pour le socialisme et l'indépendance, notamment la cellule militante ouvrière UGT et la cellule ouvrière révolutionnaire. Il y avait donc une prise de position qui sortait des années 60, qui reprenait le socialisme et l'indépendance, mais qui a éventuellement évolué vers un rejet. J'appellerais ça un rejet dogmatique de l'indépendance. Et pour moi, ça a été une des erreurs marquantes du mouvement ML à l'époque. Et pourquoi je dis dogmatique? C'est parce que nous partions à l'époque d'une vision très limitée de ce qu'était la révolution socialiste. Si la révolution socialiste découlait de la contradiction entre capital et travail, elle ne pouvait être résolue que par la prise de pouvoir des travailleurs pour le renversement du capitalisme, etc. Et donc, automatiquement, cela voulait dire des formes d'unité de la classe ouvrière qui ne pouvaient qu'au sein du même État. Mais ça a été une évolution graduelle, hein, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a deux facteurs qui ont milité pour cette transition-là vers une position de rejet de l'indépendance. Le premier,
ça a été la lutte idéologique contre le PQ. Parce qu'au sein du mouvement syndical, au sein de la classe ouvrière à l'époque, il y avait énormément d'illusions par rapport au PQ. Nous étions dans un phénomène de débat constant. Donc un certain dérapage dans cette lutte-là qui a mené au rejet de l'indépendance, non seulement à la critique du PQ, mais aussi au rejet de l'indépendance qui était mise d'avant. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même des mouvements militants au niveau du Canada anglais. Pour ceux qui ont oublié, en 1976, il y a eu une grève générale au Canada contre les mesures prises à l'époque par le gouvernement Trudeau. 2,5 millions de travailleurs ont fait la grève générale. C'était vers la mi-octobre 1976, puis il y avait eu une manifestation de 100 000 ouvriers, ouvrières, travailleurs, travailleuses à Ottawa, dont une énorme partie, je vous dirais peut-être la moitié, sinon plus, venait du Québec. Et donc il y avait quand même des luttes, certaines formes de lutte unitaire, qui a comme amené à cette prise de position-là et de rejet de l'indépendance. Mais ce n'était pas quelque chose qui est arrivé automatiquement au début, c'est quelque chose qui a été dans l'évolution du mouvement, qui s'est concrétisé vers 74-75. Donc, pour terminer rapidement, le contexte historique et idéologique, révolte de la jeunesse, développement du mouvement socialiste, révolte ouvrière, développement du mouvement national avec le PQ qui a été créé en 68, qui prend de l'ampleur, qui éventuellement prend le pouvoir en 1976. Et cela campe, je vous dirais, les trois grandes questions, les trois grands enjeux auxquels le mouvement marxiste-léniniste a amené une réponse originale. Et je pense que la réponse la plus claire à l'époque, c'était celle de la Ligue et du PCO. Je ne vous dis pas qu'elle était nécessairement la plus juste, mais elle semblait la plus claire aux militants et militantes de l'époque. Et c'est ce qui a mené, je pense, à l'émergence de ce mouvement-là et au fait qu'il a dominé au sein de l'extrême gauche. Bon, il y avait des mouvements d'extrême gauche presque partout en Occident, et inclus, bien sûr, des mouvements maoïstes assez puissants dans certains pays. L'exception au niveau du Québec, ce n'était pas l'existence d'un mouvement maoïste ou marxiste-léniniste, mais c'était plutôt sa force comparativement à d'autres forces au sein de la gauche et de l'extrême gauche. C'est-à-dire au niveau du Québec, pendant une période de 10-11 ans, clairement, le mouvement marxiste-léniniste maoïste a dominé toutes les autres formes d'extrême gauche et était la forme déterminante de l'extrême gauche pendant une longue partie, je vous dirais pendant ces 11 ans. Pourquoi? En partie, je vous ai parlé un peu de la configuration de ces mouvements-là, grands mouvements idéologiques au niveau du Québec, mais une des raisons, quant à moi, qui est fondamentale, c'était l'impact de la crise d'octobre en 1970. La crise d'octobre en 1970 a comme créé une rupture au sein des nouvelles forces révolutionnaires qui se développaient au Québec. Tout ce qui existait comme force de gauche ou d'extrême gauche ont disparu après la crise d'octobre. Le FLQ est tombé en désuétude. Le Front de libération populaire, auquel j'étais sympathique à l'époque, s'est désintégré après la crise d'octobre. Le FRAP, Front d'action politique, qui était un parti municipal de gauche au sein duquel existaient et travaillaient plusieurs forces d'extrême gauche, s'est aussi désintégré dans les 2 ans qui ont suivi la crise d'octobre. Et donc ces 2 ans, qui ont été 2 ans de relative accalmie, ont été une période cruciale d'incubation du mouvement marxiste-léniniste. Et quand la révolte ouvrière a commencé très fortement en 1972, avec la grève du Front commun, avec la prise de position des fameux manifestes des 3 centrales, avec la révolte ouvrière et syndicale, a émergé aussi à ce moment-là le mouvement marxiste-léniniste qui donnait des réponses claires à 3 grandes questions. Premièrement, quelle forme d'organisation des forces révolutionnaires? Le mouvement marxiste disait ça prend un parti ouvrier enraciné dans les entreprises qui pourrait seulement être le véhicule à travers lequel nous arrivions au socialisme. Et ça faisait distinction fondamentale avec ceux qui voulaient travailler dans le PQ, parce qu'il y avait des gens qui voyaient le PQ comme étant proto-socialiste et donc voulaient travailler à l'intérieur du PQ. D'autres qui étaient contre le travail au sein du PQ, mais ne voulaient pas nécessairement se consolider en force politique, ou bien certains éléments syndicalistes à l'époque, qui voyaient uniquement le mouvement syndical comme le véhicule de lutte politique, et donc aucune forme d'organisation politique spécifique, comme il semble. Donc, la réponse qu'a menée le mouvement marxiste à l'époque, et le PCO l'a formulée très clairement, en disant non seulement nous sommes pour un parti prolétarien marxiste-léniniste enraciné dans la classe ouvrière, mais nous commençons à poser les jalons tout de suite
aujourd'hui en entrant dans les usines et en faisant le travail qui est nécessaire pour former des cellules ouvrières, développer un courant de gauche dans le mouvement syndical et avancer vers la construction de ce parti-là. La deuxième question à laquelle le mouvement marxiste-léniniste a répondu, c'est sur la question nationale. Bon, je vous ai expliqué rapidement un peu l'évolution sur la question nationale, mais il y avait certaines choses importantes que le mouvement marxiste-léniniste a avancées à l'époque et qui étaient reprises par certains intellectuels importants, notamment sur la question de la nature du PQ. Il y avait des groupes, des courants, pour qui le PQ était un parti petit bourgeois. Ce que le mouvement marxiste-léniniste a dit, c'était notre fameux slogan, PQ, parti bourgeois. C'est-à-dire, ce n'était pas un parti petit bourgeois, c'était un parti bourgeois qui exprimait l'orientation, le programme d'une fraction de la bourgeoisie, la fraction qu'on appelait la bourgeoisie moyenne québécoise, qui aspirait à devenir une bourgeoisie monopoliste en prenant le pouvoir. Et c'était une distinction importante qui a été soutenue et développée par plusieurs intellectuels, je pense à Gilles Bourque à l'époque, à l'UQAM, mais aussi plusieurs professeurs, notamment Pierre Fournier, plusieurs autres, qui avaient écrit plusieurs ouvrages sur le capitalisme au Québec qui reprenaient et développaient cette analyse-là du Parti québécois étant non pas un parti social-démocrate, non pas un parti petit bourgeois, mais un parti bourgeois, qui pouvait avoir comme cadre des gens venant de la petite bourgeoisie, qui pouvait avoir comme bassin électoral de grands pans de la classe ouvrière, mais en termes d'orientation et de fonction, parti bourgeois. Donc c'était quand même, à l'époque, quelque chose d'important que le mouvement marxiste-léniniste avançait. Sur la question nationale, la critique aussi de l'orientation du PQ, en mettant de l'avant la nécessité d'un point de vue ouvrier, un point de vue prolétarien sur la question nationale, mais qui a mené à une certaine erreur, comme je vous dis, qui a été le rejet de l'indépendance, mais qui était à l'époque nouvelle, différente, et qui marquait la différence entre le mouvement ML et les autres forces politiques. La troisième a été très importante, c'était sur le syndicalisme de combat. Ce que le mouvement ML disait, c'est que le syndicalisme de combat était un pas important dans la revitalisation du mouvement syndical, dans le rejet des tendances de droite bureaucratique au niveau du mouvement syndical, mais n'était pas suffisante. Il fallait explorer les pistes d'action, notamment menant à l'action politique ouvrière, une action politique autonome. Il fallait explorer les pistes d'action qui pouvaient amener à la création d'un parti ouvrier et les rapports qui pouvaient exister entre ce parti ouvrier-là et le mouvement syndical. Il fallait développer la critique de certaines tendances qui étaient très fortes à l'époque parmi les travailleurs et travailleuses combatives, qui étaient, si vous voulez, mobilisés un peu sur le bras, comme on disait à l'époque, sans faire énormément d'éducation à la base. Alors une des choses que les marxistes-lénistes, et particulièrement le PCO, développaient et mettaient de l'avant, c'était la formation, l'éducation syndicale, prendre les moyens pour faire cette éducation syndicale-là, former des travailleurs et des travailleuses combatives, les amener à se présenter au niveau des exécutifs syndicaux locaux et éventuellement aller dans des instances intermédiaires et développer à partir de la base une force politique de gauche au sein du mouvement syndical, mais toujours en mettant de l'avant l'action directe, la mobilisation à la base, l'éducation, la formation politique, etc., etc. Donc ce que nous appelions à l'époque le syndicalisme de classe, et qui était, si vous voulez, une critique amicale du syndicalisme de combat, mais qui a mené une vision un peu différente. Et je vais regarder avec vous, très rapidement, particulièrement ce troisième aspect-là, qui selon moi a été très négligé, du travail syndical, entre autres du PCO, du travail en entreprise. Faisons un tableau rapide, prenons l'année 77, celle que vous venez de voir, ou 78, faisons un tableau rapide, dans quelles entreprises, quel type d'entreprise pouvaient se trouver les marxistes-lénistes de l'époque. Si vous partez de l'ouest de Montréal en allant vers l'est, tout ce qu'il y avait comme grosses usines dans l'ouest, Dominion Engineering, Dominion Bridge, Alice Chalmers, Canron, éventuellement les chantiers du Canadien national à Saint-Henri, dans toutes ces usines-là, il y avait des cellules du PCO, il y avait des groupes de sympathisants ouvriers, il y avait un travail systématique qui se faisait. Continuons vers l'est. Chantier, c'était Angus à l'époque, CP. La Canadian Vickers, Canadian Steel Wheels, Canadian Foundries, Montreal Locomotive, etc., etc. Partout, dans toutes ces usines-là,
il y avait des regroupements de travailleurs, travailleuses et des militants ML qui travaillaient avec plus ou moins de bonheur. Je ne dis pas que c'était toujours facile, mais ils étaient là-dedans. Et particulier, c'est je pense particulier au Québec, a été le développement et l'impact très fort des marxistes-léninistes dans le secteur public, particulièrement le secteur hospitalier. Je suis très heureux d'avoir quelques militants ici qui pourraient en parler. Notamment, parlons de l'hôpital Notre-Dame à Montréal, un hôpital de 2500 travailleurs et travailleuses, et le PCO, entre membres et sympathisants, avait 100 personnes à cet hôpital-là. Ne parlons pas d'un groupuscule, hein, quand il y a 100 personnes à l'hôpital Notre-Dame. Il y a des camarades ici qui étaient à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Il y avait 70 membres et sympathisants du PCO à Louis-Hippolyte Lafontaine. Si vous passiez en revue tous les hôpitaux importants de la région de Montréal, il y avait des cellules du PCO, ou de la Ligue à l'époque, dans tous ces hôpitaux-là. Le Jewish, Sacré-Cœur, Saint-Luc, hôpital, tout, partout. Et notre force, dans ce secteur-là, nous a amené à adopter une position intéressante sur la question de la classe ouvrière. Je vais le résumer en deux points très rapidement. Certains sociologues marxistes, notamment Nikos Poulantzas, mettaient de l'avant une position qui était reprise par beaucoup de marxistes et beaucoup de gens au sein du mouvement ML au niveau international, c'est que la classe ouvrière étant essentiellement les travailleurs et travailleuses industriels, ce qu'on appelle le prolétariat industriel. Au Québec, étant donné qu'il y avait eu tout un niveau de militantisme incroyable au niveau du secteur public, n'est-ce pas? Avec la syndicalisation massive du secteur public en 1965, l'entrée massive de jeunes travailleurs et travailleuses dans ce secteur-là, il était impossible pour nous d'appliquer cette vision dogmatique et étriquée de la classe ouvrière, impossible, parce qu'il y avait un développement, un radicalisme, un militantisme, une volonté de lutte et de s'en prendre à l'État au sein du secteur public et du secteur hospitalier, qui était le fer de lance, entre autres, du Fonds commun de 72, qu'il était impossible de nier. Donc nous avons développé une vision beaucoup plus large de la classe ouvrière, qui incluait non seulement les travailleurs et travailleuses de la production, mais aussi ceux des services. Et nous n'avons jamais limité notre vision de la classe ouvrière étant uniquement celle des usines, ou à dire notre seul travail est en usine. Nous avons toujours pris les entreprises d'une façon globale et générale, usines, secteur public, hôpitaux, etc., etc. Première chose. Deuxièmement, en rentrant dans ces milieux et ces entreprises-là, très rapidement, nous avons constaté par la pratique quotidienne qu'il fallait développer une analyse et des formes d'alliance dans ces milieux-là. Hein. Nous étions une poignée de militants qui rentraient dans ces milieux-là. On n'était pas toujours très bien reçus par les structures syndicales, encore moins très bien reçus par le patronat. Il fallait très rapidement développer des alliances dans des milieux où il n'existait pas une couche de la classe ouvrière qui était socialiste. Nous n'étions pas en France, nous n'étions pas en Italie. Il n'y avait pas eu de parti historique communiste depuis 30 ou 40 ans. Il y avait des éléments, bien sûr, qui étaient intéressés au socialisme, mais ce n'était pas une couche comme telle. Ce qui existait, ce qui était très important, c'était une couche de travailleurs et travailleuses combatifs, qui s'impliquaient dans les luttes, qui prenaient le contrôle de leurs syndicats, qui se battaient contre le patron, qui se battaient contre l'État. Donc très rapidement, on s'est rendu compte que ce qui existait comme avant-garde ouvrière, si on pouvait parler de l'avant-garde ouvrière au Québec, c'était une couche de travailleurs combatifs dont certains aspiraient au socialisme, c'est ce que nous disions, mais dont la plupart se définissaient dans la lutte quotidienne immédiate contre le capital, et qu'il était crucial de développer des liens et des rapports étroits avec cette couche de travailleurs combatifs. C'était là où nous pouvions recruter et former une avant-garde socialiste, communiste, marxiste, vraiment ouvrière. C'est une question importante et qui a coloré ce que nous avons appelé l'implantation, c'est-à-dire l'envoi de militants en usine. C'est un débat qui existait partout dans le mouvement maoïste international à l'époque. En France, ils ont appelé ça l'établissement. On envoyait des militants ou des militantes s'établir en usine, ils ont appelé ça l'établissement. Il y a eu des débats énormes sur cela en Italie. Si vous lisez, aux États-Unis, ça a été un débat énorme. Une tendance qui avait porté la question qu'on appelle l'implantation, c'était Progressive Labor, un parti aux États-Unis qui faisait beaucoup de travail à l'époque dans les entreprises. Ça venait aussi de l'influence de plusieurs tendances en Italie, qui s'appelaient l'opéraïsme ou l'autonomisme, pour qui la révolte fondamentale de la classe ouvrière dans les années 60 et 70 venait de ceux qui n'étaient pas organisés. Les travailleurs les plus pauvres, les travailleurs les moins
spécialisés qui, eux, étaient finalement la partie de la classe ouvrière qui pouvait être mobilisée contre le réformisme, contre le révisionnisme, contre les partis ouvriers traditionnels qui étaient de plus en plus récupérés par le système. Au niveau du Québec, ça ne se posait pas exactement de cette façon-là. Mais nous avons eu tendance parfois, je pense, à transposer certains de ces éléments-là ici. Notamment dans la critique parfois étriquée que nous faisions des directions syndicales, je reviendrai sur ça. Donc pour nous, le débat qui existait partout dans ce mouvement-là, comment lier la jeunesse intellectuelle à la classe ouvrière, un des moyens que la Ligue et le PCO avaient mis de l'avant, c'était l'envoi de militants et militantes en usine, connaître les conditions, travailler, apprendre à faire ces types d'alliances-là sur le terrain, apprendre à travailler au niveau du mouvement syndical, etc., etc. Et à travers ça, nous avons développé une tactique que nous appelions à l'époque le Front uni ouvrier. Les travailleurs combatifs, travailleuses combatifs, formaient la couche principale, le moteur de la lutte de classe que nous devions rallier au parti. Avec l'aide des travailleurs et travailleuses combatifs, nous pouvions aller chercher les travailleurs de niveau intermédiaire, qui ont été plus ou moins combatifs, plus ou moins clairs politiquement, etc., etc. Et surtout, quand on travaillait vers les travailleurs et travailleuses les moins développés, les plus, qui avaient des éléments de conscience plus arriérés, anti-femmes, anti-gays, anti-migrants, du racisme, etc., on tentait par tous les moyens de rallier, de travailler avec eux, de les neutraliser quand il fallait, mais aussi de tenter de les rallier au mouvement, au lieu. Donc nous avions une vision de ce que nous appelions le Front uni ouvrier, basé sur les niveaux de conscience dans la classe ouvrière, et c'était un travail que nous avons appris pratiquement, si vous voulez, sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. Dans l'usine où j'ai travaillé, nous avions mis de l'avant l'importance de faire des grèves sauvages contre l'augmentation du coût de la vie pour aller gagner des clauses qu'on appelait d'indexation des salaires. C'est des batailles extrêmement importantes qui se faisaient pendant la convention collective, qui étaient en fait des grèves sauvages et illégales. Le niveau de répression était très fort, donc il fallait être sûr, quand on mettait ces mouvements d'action, d'avoir un appui autour de nous. L'appui le plus fort qui venait à ces mouvements-là dans l'usine où je travaillais, c'était les travailleurs les plus jeunes, qui étaient rentrés massivement en usine vers la fin des années 60, début des années 70, beaucoup plus portés sur la combativité, mais leur capacité de convaincre les travailleurs les plus vétérans, les plus âgés, était relativement limitée. Et nous avions souvent des assemblées syndicales massives pour voter sur les moyens d'action qui étaient tranchées au couteau. Hein. D'un côté, les travailleurs et travailleuses les plus jeunes combatifs, de l'autre côté, les moins jeunes, ça s'invectivait, ça s'insultait. On prenait les gros bras, on va tenir une paix, etc., etc. Donc, une partie de cette tactique du Front uni ouvrier était aussi la réponse de cette jeunesse militante-là qui tentait de travailler avec les couches combatives et de développer une approche différente envers les luttes, faire l'analyse des gens avec qui nous travaillons en usine pour toujours développer la plus grande unité possible dans toutes les formes d'action à prendre en usine. Donc le Front uni ouvrier. Une des erreurs que nous avons, je pense, commis, puis je terminerai bientôt sur ça, c'était comment saisir, dans cette formulation du Front uni ouvrier, donc dans le travail que nous faisions sur ce terrain, comment saisir la question du leadership syndical. Quelle critique faire du leadership syndical? Bien sûr, il y avait des tendances extrêmement fortes à un syndicalisme de droite. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, en 1974, le même scandale que vous connaissez de la commission Charbonneau a éclaté à l'époque. La première grande enquête sur le banditisme syndical sur les chantiers de la construction, ça a été en 1974, et l'impact a été massif, une détonation massive dans le mouvement syndical. La différence à l'époque, c'est la critique qui était très forte au sein même de la FTQ envers Louis Laberge. Je vous donnerai un exemple. En 1975, nous avions organisé un contingent de travailleurs venant du Sud-Ouest. On avait été à une assemblée à Paul-Sauvé à l'occasion du 1er mai. Louis Laberge et les dirigeants syndicaux avaient fait leur petite ronde pour saluer tout le monde, et Louis Laberge s'était fait tuer, non seulement par des travailleurs et travailleuses de la CSN, mais une bonne partie de militants et militantes de la FTQ qui étaient là, et qui voyaient en lui quelqu'un qui avait collaboré, toléré le banditisme syndical au sein de la construction, etc., etc. Donc il y avait quand même ces tendances de droite-là. Mais pas uniquement. Il y avait quand même des dirigeants syndicaux qui bougeaient vers la gauche. Il y avait un débat énorme sur la question du socialisme
au sein du mouvement syndical. La CSN avait pris position sur ces questions-là. Tout jeune, vers la fin de 72, non seulement moi-même, mais plusieurs autres militants et militantes avaient été invités par Michel Chartrand, qui était président du Conseil central à l'époque, à un congrès du Conseil central dont le titre c'était « Le socialisme et la démocratie ». Mais comme il n'y avait pas énormément de formateurs et formatrices en milieu syndical ces questions-là, ils allaient chercher les étudiants, les gens de l'extrême gauche, pour donner ce type de cours, ce type de discussion-là, en plein congrès. Hein, c'était un congrès syndical. La CSN avait adopté le socialisme. Donc, on ne pouvait pas mettre dans le même bateau, faire la même critique de toutes les directions syndicales de la même façon. Erreur que nous avons eu tendance à faire. L'autre chose, c'est qu'au début d'un travail en entreprise, on avait tendance à voir tous les militants et militantes syndicales, tous les permanents, comme faisant tous partie de la bureaucratie syndicale. Mais nous avons appris à faire la distinction petit à petit. Un délégué de département, un membre d'un exécutif local, un délégué à un congrès syndical, ce n'est pas nécessairement un bureaucrate syndical. Tout dépend de l'orientation qui est prise. Bon, ça, c'est des luttes que nous avons appris un peu à la dure, mais que nous n'avons pas toujours totalement intégrées, surtout vers la fin de l'existence du parti. Je pense que peut-être on serait arrivé là, mais nous ne nous sommes pas rendus à cela. Mais on a vu une évolution. Si vous comparez les prises de position dans la forge, en 75, en 76, sur la question des directions syndicales, avec les prises de position prises plus tard, 78, 79, 80, vous voyez une différence, c'est que graduellement, on a passé de l'attaque frontale aux directions syndicales vers plutôt une attaque frontale envers la classe dominante qui attaquait directement le mouvement syndical. Et nous avons donc établi pour nous que la contradiction principale, c'était entre les attaques envers le mouvement syndical et le marxiste-léniniste devait jouer le rôle principal de mobilisation des masses ouvrières pour défendre le mouvement syndical, puis au sein de cette défense-là, faire la critique, s'il fallait, de la bureaucratie syndicale. Donc c'est des leçons que nous avons apprises petit à petit, tardivement, qui ont coloré une partie de notre travail, qui ont mené à des erreurs, mais graduellement, vers les années 80-81, quand même le parti avait une certaine force de frappe syndicale assez importante. Dans les congrès de la CSN, en 81, nous avions quand même 300 délégués que nous pouvions unir sur une base qu'on appelait syndicalisme de classe. Sur 1200 délégués, ce n'était pas trop pire. Dans les congrès de la FAS, Fédération des affaires sociales, qui est devenue la F3S, la fédération qui regroupait les hôpitaux, sur 1100 délégués, nous pouvions regrouper jusqu'à 500 délégués sur des positions combatives de classe. Et ça, c'est quelque chose qui a été reconnu par plusieurs autres militants, entre autres du mouvement trotskiste, qui reconnaissait ouvertement la force du PCO à l'époque. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que les années ont passé, nous avions dépassé le stage d'implantation de militants venant de l'extérieur, mais nous avions commencé à regrouper des militants, militantes, travailleurs, travailleuses dans leur lieu de travail. Nous n'étions pas, loin de là, une organisation complètement prolétarienne, pas du tout. J'estime que vers la fin, peut-être 40% de nos membres étaient en situation de travail prolétarien ou venant de la classe ouvrière. Donc, nous avions quand même fait un certain chemin, mais nous étions loin d'être une organisation ouvrière, une organisation communiste ouvrière. Donc, nous approchons un tout petit peu la fin et la crise du PCO. Je vais terminer en 3 minutes sur ça, parce qu'il me semble... Où suis-je rendu dans mon temps, Kina? Ça va. Tu peux continuer comme ça. Ah oui? OK. Alors, je suis rendu un tout petit peu à l'étape des bilans. On m'a posé souvent beaucoup de questions sur l'éclatement du mouvement ML, quelles étaient les causes. Certains m'ont demandé si c'était dû à la répression policière, à l'action d'agents infiltrés. Bien sûr, il y en a eu, mais principalement, je ne pense pas que ça a été ça le problème. Je pense que ça a été une confluence de 3 grands facteurs qui dépassaient non seulement nous-mêmes, mais qui dépassaient le Québec. Premièrement, je vous dirais la montée du néolibéralisme. Ça a commencé vers 79-80. Hein? Et ça a eu un impact majeur au sein des organisations ouvrières. N'oublions pas qu'en 81, le Parti québécois a amené, instauré la pire attaque, je pense que j'ai jamais vu contre le secteur public n'importe où au Canada, avec des coupures de 20% au niveau des salaires et du jour au lendemain, un train d'amendes
qui aurait pu acculer à la faillite le mouvement syndical dans le secteur public. Il a été impossible d'aller chercher l'appui du secteur privé et c'était le début de la fin du syndicalisme de combat. En tant que mouvement puissant au sein du syndicalisme québécois, ça a été cette attaque-là du Parti québécois en 81. Donc un énorme facteur de déception, de perte de vitesse, de démobilisation. Facteur important qui s'est répercuté partout ailleurs. Nous n'avons pas été le seul pays où le mouvement syndical et la classe ouvrière a été attaqués de front par le néolibéralisme montant, loin de là. Autre facteur important, bien sûr, je vous dirais la crise idéologique au sein des forces révolutionnaires, au sein des forces de jeunesse. Il y a eu la prise de pouvoir d'une droite au niveau de la Chine, donc déception énorme autour du modèle, de ce que nous voyons comme modèle du socialisme, la Chine. Il y a eu aussi la montée, je vous dirais, d'autres formes de révolution qui nous ont totalement pris par surprise, notamment la révolution islamiste en Iran. Allez comprendre, alors que nous partions de révolutions anticoloniales, anti-impérialistes essentiellement de gauche, tout d'un coup une révolte dominée par l'islam politique, la première révolte islamiste qu'on a connue en 1979. En 80-81, ça a été la révolte des ouvriers polonais, Solidarność à l'époque. Développement très important qui validait notre critique de socialisme réel, du camp socialiste, mais une révolte qui idéologiquement était dominée par le catholicisme, l'Église, etc., etc. Donc des phénomènes nouveaux que nous ne connaissions pas et qui ne cadraient pas avec notre vision du monde. Le développement de la crise économique elle-même, dans notre vision du monde, nous pensions que la crise économique s'aggravant, ça allait amener, au contraire, une révolte ouvrière encore plus forte, et donc l'occasion historique de pouvoir avancer vers la révolution socialiste. Ça n'a pas été ça. La crise économique, au contraire, on a vu se développer des tendances idéologiques de droite et de défaite un peu partout dans les mouvements ouvriers. Donc ça, ce sont des phénomènes mondiaux, mais qui ont frappé très dur. En plus, au Québec, un autre facteur très important, crucial, ça a été la défaite au référendum. La défaite au référendum, et ça fait partie, je pense, des erreurs du mouvement ML, a créé une démobilisation massive au sein des militants et au sein de la classe ouvrière du mouvement syndical. Je l'ai ressenti souvent, après 80, la perte de vitesse, l'affaiblissement, la perte d'énergie, et de plus en plus le désillusionnement est devenu très fort après 80. Pas uniquement créé par la défaite référendaire, mais aggravé aussi par les défaites référendaires. Et bien sûr les erreurs internes, le dogmatisme, le sectarisme, le manque de compréhension de l'importance d'un mouvement autonome des femmes. Nous ne nions pas la question des femmes, mais on faisait une critique très forte du mouvement autonome des femmes. La non-reconnaissance de la question des genres, des homosexuels. La reprise d'une façon dogmatique et sectaire de la question de la direction du parti ouvrier sur le mouvement syndical et le mouvement de masse. Une erreur, je pense, qui s'est développée dans le mouvement communiste depuis les années 20. Et je ne pense pas que nous le mettions de l'avant de façon correcte. Déclarer son appui à un parti, possible. Mais de là à reconnaître la direction du parti sur une organisation de masse, il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Et c'était quelque chose que l'on voyait dans toute la constitution, dans toutes les constitutions des pays socialistes, notamment en Chine. Dans la constitution, on reconnaissait le rôle dirigeant du Parti communiste. Automatiquement, ça veut dire quoi si on reconnaît le rôle dirigeant du Parti communiste? Toute personne qui critique ce rôle dirigeant est automatiquement anticonstitutionnelle, etc., etc., etc. Mais vous voyez donc que cette vision étroite, sectaire du rapport entre le parti et les organisations de masse est erronée, et puis c'est une chose que nous avions repris. Donc tous ces facteurs-là, je pense, ont amené à une crise énorme de laquelle le mouvement ne s'est jamais remis. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? Y en a-t-il? Certains disent non, d'autres disent oui. Je pense qu'il y a certaines choses que l'on peut apprendre, positives ou négatives. La question du parti, je pense, est cruciale. L'organisation sous une forme politique des révolutionnaires est fondamentale pour aller de l'avant. Mais par contre, reprendre, comme nous avions repris la vulgate léniniste de l'avant-garde comme direction constituée, institutionnalisée sur la classe ouvrière,
je pense, est une erreur. Hein? Je pense que l'on ne peut pas institutionnaliser le rôle dirigeant d'une avant-garde, qui est réel, de façon politique, schématique, en disant toutes les organisations de la classe ouvrière doivent suivre un parti, le Parti communiste unique. Première erreur. Deuxièmement, la vision monolithique du parti, où toute critique interne, tout courant, était banni au départ comme étant une traîtrise au parti. Donc le monolithisme, le sectarisme, la vision étroite, le manque de démocratie, toute cette formulation-là que certains ont appelé le fétichisme du parti, je pense est à critiquer. Pas pour rejeter la forme parti, mais peut-être pour la refonder, la rénover dans une vision plus large, plus ouverte du parti, permettant les discussions internes démocratiques, permettant l'existence de courants, permettant aussi la venue de militants et militantes venant de mouvements d'horizons différents, mouvements féministes, mouvements écologistes, mouvements étudiants, mouvements ouvriers, etc. Donc une vision plus englobante, plus large du parti, je pense, est cruciale, sans rejeter l'importance d'avoir une forme parti. Première chose, je pense, que l'on peut tirer. La question nationale. Je pense que nous avons fait des erreurs, j'ai tenté d'expliquer ce que je voyais comme certaines raisons, mais je ne pense pas que l'on puisse développer une force politique socialiste au Québec sans tenir compte pleinement de la question nationale et sans mettre de l'avant le lien entre la question nationale et la question sociale, et donc un peu ce qui avait été formulé vers la fin des années 60, c'est-à-dire socialisme-indépendance. Bon, cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter, au contraire, je pense qu'il faut développer des formes d'alliance avec les mouvements ouvriers, les mouvements progressistes dans le reste du Canada, et bien sûr, aux États-Unis, dans le reste de l'Amérique du Nord, toute une stratégie à développer là, mais il n'en reste pas moins qu'au niveau de la formulation de la stratégie, je pense qu'il faut intégrer pleinement la question nationale, la question de l'indépendance, erreur importante que nous avons faite. Donc sur la question du parti, sur la question nationale, je pense qu'il y a des leçons à tirer, tant positives que négatives. Au niveau idéologique, pour terminer sur ça, on m'a posé souvent la question, pourquoi Staline? Pourquoi avoir pris le titre ML plutôt que Mao? Il faut revenir un tout petit peu à l'origine, très rapidement, des partis maoïstes. Ils sont sortis d'une scission, historiquement, au sein des partis communistes constitués, en France, en Italie, un peu partout, puis s'intituler le mouvement marxiste-léniniste, en rejet de ce qui était vu comme une trahison du marxisme-léninisme par les partis communistes classiques. Et donc, une tendance à l'origine du mouvement qu'on appelait maoïste, c'était de s'appeler marxiste-léniniste et d'insister sur l'importance d'avoir un nouveau parti, mais réellement communiste, marxiste-léniniste, etc. Puis souvent, au sein du mouvement maoïste, on a appelé ça la tendance Mao-dogma, dogmatique pour certains qui ne l'aimaient pas, ou Mao-parti pour ceux qui étaient pour l'importance du parti. Mais il y a eu d'autres tendances au sein du mouvement maoïste qui sont développées surtout avec l'impact de la révolution culturelle en Chine, ce qu'on a appelé les Mao Spontex. Mao Spontex, c'était quoi? C'était le maoïsme plus spontanéiste, qui ne mettait pas principalement la construction d'un parti, mais principalement le durcissement des luttes immédiates, par l'action directe, l'action armée s'il le fallait, etc., etc. Et il y avait une multitude de groupes et d'organisations qui reprenaient cette orientation-là. Les Black Panthers aux États-Unis, les Young Lords, qui étaient essentiellement des portoricains aux États-Unis, Iowa Kwen, qui était un regroupement de militants asiatiques aux États-Unis. En Europe, vous aviez en Italie Lotta Continua, Potere Operaio, le pouvoir ouvrier, d'où est venu Negri. Entre autres, il y avait toute une série, Il Manifesto, qui étaient certains des dissidents du Parti communiste italien qui étaient ressentis. En France, ça a été bien sûr la gauche prolétarienne et l'impact au niveau des milieux culturels, mais il y avait aussi cette tendance-là qu'on a pu appeler Mao Spontex. Ce qui est arrivé au Québec, c'est qu'avec la formulation pour le Parti prolétarien et l'importance mise sur la formation en parti, on a repris beaucoup plus l'appellation ML plutôt que l'appellation maoïste. Vous pouvez regarder tous nos textes, à nous comme ceux dans le mot maoïste n'apparaît pas. Même si bien sûr on est pour la pensée Mao Tse-tung, etc. Mais ce mot-là n'apparaît pas. Donc filiation avec ceux qui voulaient reconstituer un parti, comme l'Israël, marxiste-léniniste, etc. Donc, la question de Staline est venue un peu de cela. Le fameux cinéaste français Godard, qui
était très proche du mouvement maoïste, qui était même membre du mouvement maoïste en France, dans un film qui s'appelait Vent d'Est, fait en 1969, à une phrase, je termine, à une phrase incroyable, mais qui résume le tout. À un moment donné, il parle avec des militants et militantes sortis de mai 68. Il y a les anards, il y a des Mao, etc., etc. Puis à un moment donné, il flash sur une scène, il dit Staline, puis il montre la photo de Staline, et en voix off, on entend Godard qui dit « C'est juste une image, et ce n'est pas une image juste. » Godard a toujours été un peu énigmatique, n'est-ce pas? Mais vous voyez là-dedans quelque chose qu'il a saisi. C'est en fait une des raisons pour laquelle, surtout nous, au Québec, qui ne sortions pas des partis communistes constitués, c'était une jeunesse révolutionnaire qui ne connaissait pas de l'intérieur des partis communistes. Nous n'étions pas en France, nous n'étions pas en Italie. Pourquoi nous avons repris la question de Staline? C'était un peu parce que ça nous semblait faire partie des images, des icônes du mouvement marxiste-léniniste. Vous allez me dire, c'est un peu puéril, c'est un peu enfantin. Oui, mais c'était entre autres cela. Moi-même, j'étais venu plus de la tendance libertaire. Moi, j'étais un grand admirateur de Rosa Luxembourg, critique de Lénine, etc., etc. Plusieurs autres aussi, dans le PCO, venus de ces tendances-là, même au niveau d'en lutte. Mais en voulant reprendre la question de la constitution d'un parti marxiste-léniniste, un parti communiste purifié, non révisionniste, nous reprenions un peu l'image de Staline, et donc nous avons défendu un peu à corps perdu Staline. Erreur idéologique fondamentale, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui est arrivé au socialisme réel, on ne peut pas comprendre la déformation, on ne peut pas comprendre la tragédie de l'Union soviétique, on ne peut pas comprendre la tragédie du socialisme en Europe de l'Est, si on ne fait pas une critique fondamentale de la période stalinienne. Et c'est un peu la contradiction de la position de Mao même. Mao formulait sa position sur Staline en disant Staline c'était 70-30. 70% de bonnes choses, mais il y a 30% qui ne sont pas très bonnes. Entre nous, on faisait souvent des blagues en disant 30% était plus de 30%. Mais la réalité c'était ça. Intéressant, vers la fin des années 80, début des années 81, presque tous les partis marxistes en Occident ont passé par une phase de critique de Staline et du stalinisme, mais c'était trop tard pour les sauver, y inclut le PCO. Il y a eu vers la fin du PCO ce qu'on avions appelé à l'époque le mouvement d'éducation communiste, où nous faisions trois grandes critiques. Critique de Staline, critique du sectarisme, développer une compréhension des autres mouvements, puis apprendre à travailler avec le mouvement des femmes, le mouvement national, etc. Et aussi adopter ce que nous appelions à l'époque la vue à long terme, c'est-à-dire que la révolution n'était pas immédiate, mais que cela pourrait prendre des générations. Bon, pour notre génération, une génération c'était déjà trop, mais des générations pour la révolution, ça nous paraissait impossible. Nous avions commencé ce type de débat-là, mais ça s'est terminé bien sûr avec l'éclatement du parti, puis du reste du mouvement. Donc, au niveau idéologique, on peut faire multiples critiques, mais je pense l'importance, c'est de ne pas se baser ni sur une iconographie, ni sur la formulation finie, vue comme étant achevée des grands théoristes socialistes, mais toujours garder l'esprit critique, la possibilité d'accepter, de rejeter, de critiquer, et installer ça fondamentalement dans la formation des militants et militantes. Je pense que c'est une erreur que nous avons faite, qui était peut-être compréhensible ou pas à l'époque, mais une erreur importante que nous avons faite. Je termine, deux phrases, et je termine. Le plus important pour moi, et la raison pour laquelle je suis ici ce soir, ce n'est pas tellement pour remuer toutes ces choses-là. Ce n'est pas tellement pour revenir sur les... C'est que nous vivons à l'heure actuelle au Québec un moment, je pense, historique fondamental. C'est la reprise des grandes luttes de masse. C'est la reprise de la révolte de la jeunesse. C'est la reprise du mouvement de combat contre le capitalisme et contre le système. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est pouvoir faire le débat avec les jeunes militants et militantes, sortant des grèves de 2005, sortant de la grève de 2012. Le fait que de jeunes militants et militantes s'impliquent dans le mouvement syndical, cherchent à connaître les erreurs ou pas que nous avions commises à l'époque, veulent renouer avec cette tradition de lutte pour aller vers une forme de socialisme libérateur et démocratique, c'est ce qui m'inspire aujourd'hui, et j'espère que ce que j'ai pu contribuer les aidera
dans leur bataille. Merci beaucoup.